Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Davy. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien. Ravi de te retrouver une fois encore, comme toujours. C'est ça qui est bien. Hein. Comme toujours, oui. Aujourd'hui, on va aborder un autre sujet mou. On va initier une conversation là-dessus, puis probablement qu'on va enregistrer plusieurs épisodes sur ce sujet-là parce qu'il est quand même très vaste. Démarrer comme freelance, comme travailleur autonome ou peu importe comment ça se nomme dans votre région. Cet épisode-ci, ça veut vraiment comment initier la réflexion associée à ce genre de choses. Qu'est-ce que ça comporte? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment, dans quel état d'esprit on doit être pour justement être bien démarré et dans la bonne zone pour ces choses-là. Je vais te laisser démarrer là-dessus, puis il va y avoir énormément de rebondissements. Oh oui, j'y compte bien. Et je te remercie de m'accueillir à nouveau pour parler effectivement d'un sujet qui me concerne bien aussi, puisque je suis passé freelance, moi, il y a... Alors, ça va faire 5 ans maintenant. Et il se trouve que je suis aussi coach. J'assiste des gens aujourd'hui. C'est une démarche que j'ai officialisée cette année, où j'assiste un certain nombre de personnes autour de moi. J'ai assisté officieusement en fait des gens autour de moi, et maintenant j'ai décidé d'en faire une partie de mon activité, où j'accompagne les gens qui se posent ces questions, qui veulent se lancer et qui sont plein de questions, plein de craintes, et on s'aperçoit que c'est un sujet assez récurrent. Et puis on est en 2023, le Covid, les changements un peu politiques, un peu sociaux font on s'aperçoit qu'il y a une augmentation de la demande. Il y a de plus en plus de gens qui ont plus envie de bosser pour quelqu'un, mais qui ont envie de bosser pour eux. Et c'est intéressant de pouvoir se poser les bonnes questions, de savoir comment on gère ça, comment on accueille ça. Et je le vois souvent, moi, quand j'accompagne des gens, c'est qu'est-ce qui est vrai dans les craintes, parce qu'il y a des craintes, évidemment, que ça porte un risque, et puis qu'est-ce qui est complètement faux, qu'est-ce qui, en fait, quand on le réalise et qu'on est un peu plus serein, on se dit, en fait, non, c'est des craintes que je me suis mis moi. Et on peut faire le point sur les bonnes raisons de devenir freelance et les mauvaises raisons de devenir freelance. Effectivement, il vaut mieux pas se tromper. Et la première chose qu'on a, c'est que c'est pas fait pour tout le monde. C'est une réalité, ça c'est vrai. Mais c'est fait pour plus de gens qu'on ne le croit. C'est-à-dire que souvent, moi je me souviens que, je vais parler de ma propre expérience, et ça va être le plus facile pour moi, c'est que quand je me suis lancé en tant que freelance, je vais pas dire que c'est un coup de tête, mais c'est comme si la décision avait mûri depuis des années dans ma tête sans que j'y pense vraiment. Sans que ce soit mon projet absolu pendant des années. Mais je sentais que je commençais à en avoir marre de la situation que je vivais. Et j'ai saisi que je devais devenir freelance quand je me suis dit, en fait, ce que je reproche à tous les boulots, c'est tous la même chose. C'est finalement la situation de, je ne contrôle pas mon temps. Je suis stressé parce que j'ai peur qu'on me demande de faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Et j'ai l'impression qu'on m'utilise mal, c'est-à-dire que j'ai du talent, j'ai des choses, je propose des choses et on n'en veut pas, et on me fait faire des trucs qui n'ont aucune valeur, ou au contraire, ou alors carrément ça passe à la trappe et personne ne prend ça en compte. Et je crois que j'aime bien donner comme ça 2-3 petites étapes quand je me suis motivé à y aller. C'est un jour, j'étais dans les transports en commun à Paris. Alors, pour ceux qui vivent en France, on connaît bien les transports parisiens, c'est une horreur. Donc on met un temps fou pour faire 30 ou 40 kilomètres, c'est une catastrophe. Donc j'allais chez un client de l'autre côté de Paris, j'allais perdre beaucoup de temps à ça. Et je me souviens, il faisait beau, je regardais dehors avant d'arriver chez le client dans le train, et je me disais, je le fais pour ma boîte en a rien à foutre, ça m'ennuie profondément de le faire, j'ai pas du tout envie d'être là. Si c'était pour moi à mon compte, ça me ferait plaisir. Et là, ce jour-là, je me suis dit, en fait, je crois que j'ai passé le cap. Je crois qu'en fait, j'ai envie de faire les choses pour moi. J'en ai marre d'engraisser une boîte qui ne me reconnaît pas. Et je m'aperçois que c'est souvent une demande de beaucoup de salariés aujourd'hui, c'est de dire, mais en fait, je demande pas à ma boîte de gagner des 1000 et des 100. Je demande juste qu'on reconnaisse ce que je fais, ce que j'apporte tous les jours. J'ai pas envie d'un boulot abrutissant. Je m'investis dans mon travail, je fais des choses bien. Je voudrais juste une fois de temps en temps qu'on me tape sur l'épaule, qu'on me dise, en fait, c'est vachement bien ce que t'as fait. Et ça suffit des fois à pas faire partir les gens. Et donc, potentiellement, ça peut suffire aussi donc à faire l'inverse, à dire, puisque vous voulez pas entendre ce que je vous apporte. Et je pense que ça fait partie des choses avec, je crois que j'ai fait un dossier commercial de 5 pages sur des nouveautés à faire dans le cloud, comment faire gagner de l'argent à ma boîte, où ni le patron, ni le directeur commercial, ni mon manager ne m'ont répondu. Et un jour, j'ai dit à mon manager, juste avant de partir, je lui ai dit, quand je vous insulte, vous me répondez. Quand je vous propose de faire de l'argent en plus avec des idées, personne ne me répond. Je dis, ça s'appelle du mépris, vous avez tout gagné, je m'en vais. Et ce jour-là, je suis parti. Donc, pour devenir freelance, il faut d'abord trouver qu'est-ce qu'on a envie de quitter, pourquoi, et qu'est-ce qu'on veut gagner de mieux. C'est-à-dire que on a des fois, quand on part comme ça, un peu de rancœur.
Et comme on en parlait en préparation, je disais, on peut pas monter une boîte, on peut pas passer freelance en se disant ouais, je vais faire chier mon ancien employeur en partant, parce que notre ancien employeur, il en a absolument rien à faire qu'on soit parti. Il va gueuler au moment où on part. Le jour où on est parti, il n'en a plus rien à faire. Parce qu'il aura trouvé quelqu'un d'autre, il sera passé à autre chose, en fait. Donc, faut pas surinvestir ça. Donc, je dis toujours, quand on devient freelance, c'est pour quelque chose de positif, de constructif. On le fait pour soi, pas contre quelqu'un. Pas contre quelque chose. Donc, le tout, c'est de faire, et c'est ce que je fais en coaching. Faites-moi la liste de ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et en général, je fais faire un tableau. Je ferai juste une feuille de papier. Ça, vous pouvez le faire chez vous si ça vous intéresse. Vous tracez un trait au milieu. À gauche, vous mettez ce que vous avez envie de faire. À droite, vous mettez ce que vous avez plus envie de faire. Et quand je dis ça, je dis pas les technologies, hein. Vous voyez, le savoir technologique qu'il faut faire. Tiens, je veux faire du cloud, pas du cloud. Non, je veux plus travailler en équipe. Je veux plus me lever le matin à l'aube. Je veux plus travailler 5 jours par semaine. Vous voyez, je veux plus partir en déplacement. Je veux plus qu'un manager m'engueule, me traite comme une merde et que je puisse rien dire. Vous voyez, c'est vraiment mettre ça à plat. Et je sais que quand je fais du coaching, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Les personnes que j'accompagne me disent, ça m'a énormément servi. D'abord pour être au clair avec moi-même, et ça m'a fait beaucoup de bien de dire ce que j'avais plus envie de faire, parce que pour le coup, j'avais peur de me sentir obligé de le faire à nouveau, alors que là maintenant je sais que je ne rentrerai plus dans ces missions-là, je n'irai pas chercher ces missions-là, je dirai non quand on me proposera ça. Et ça, c'est essentiel. J'ai toujours à quelqu'un qui veut passer freelance, si c'est pour reconstituer un salariat avec en plus les emmerdes d'un freelance, ça sert à rien du tout. Donc faut comprendre que freelance, c'est pas juste un statut social ou comment dire, dans le marché, hein, avoir l'entreprise, c'est un état d'esprit. Il faut surtout pas revenir rechercher un salariat derrière. Il faut vraiment avoir donc une idée de ce qu'on va venir chercher et ensuite de ce que ça signifie concrètement. Oui, absolument. Puis je vais partager un peu mon histoire, peut-être un peu moins bucolique que la tienne. Moi, j'étais pas dans un train, mais c'est une question d'opportunité. Moi, ça fait plus qu'une dizaine d'années que j'ai démarré à mon compte. Un peu pour des raisons, pas pour de vengeance, un peu comme tu mentionnes, mais l'opportunité s'est présentée, le marché était favorable, il y a beaucoup de facteurs. J'avais des gens, puis j'avais des mentors autour de moi qui m'encourageaient aussi, puisqu'ils voyaient l'intérêt ou la pertinence que j'y aille, parce que j'avais l'état d'esprit qui favorisait ce genre d'entrepreneuriat-là. Donc, j'ai fait la bascule pour avoir vu ce qui était autour de moi à cette époque-là, parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'il y a eu une époque très faste au Québec pour ce genre de bascule-là, parce que les gens y allaient pour l'argent et l'illusion d'argent. Fait que là, le dieu de l'or a parlé et les attirait, et justement, la sirène des dollars les a attirés. Donc, énormément. Puis ça, le problème de cette réflexion pure-là, c'est qu'on ne fait jamais ça pour l'argent. Ça, c'est une erreur fondamentale très importante. On faut ne pas faire pour l'argent parce qu'on va être un peu déçu. Je pense que tu réagis là. C'est relatif. C'est très relatif. Mais ce que tu dis est juste, et je le dis, moi, dès que je fais des conférences, dès que j'ai des freelances que j'accompagne, je dis, admettons que vous arriviez à facturer 1 000 euros par jour, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Admettons que vous travaillez 12 mois dans l'année, toutes les semaines, vous arriverez à un maximum de 240 000 euros par an. Donc voilà, si c'est ça être riche pour vous, c'est possible. Sauf que vous avez plus de santé, vous avez plus de vacances, vous avez plus de vie de famille, et la moindre journée qui vous manque, vous n'avez pas gagné assez. Donc à partir de là, ça veut dire qu'on va forcément se situer en dessous. Pour moi, en France, aujourd'hui, selon les métiers qu'on va faire, alors c'est vrai que nous, on vient de l'informatique, on est dans des métiers qui payent bien. Moi, j'en suis très heureux et je me trouve très chanceux d'être où je suis. Effectivement, j'ai travaillé aussi pour y arriver, mais je sais que j'ai de la chance d'être dans ce secteur-là. Et je le reconnais. Dans nos métiers, nous, par exemple, en France, aujourd'hui, on va osciller pour un freelance en gérant bien, si on vend que du service, c'est-à-dire qu'on vend son temps, et donc on vend 20 jours par mois, etc. On va osciller entre, aller au plus bas, 80 000 et 160 000 euros. Voilà, je fais une fourchette très large comme ça. Donc voilà, c'est le maximum. Moi, j'ai toujours, ce que j'ai gagné, c'est que j'ai le même salaire que quand j'étais salarié il y a 5 ans. Par contre, on en parlait en off, au mois de juin, je vais quasiment pas bosser, mon mois d'août est entier en vacances. Et j'ai le sourire parce que je perds pas d'argent. C'est-à-dire que ça, c'est un bénéfice. Là, comme on disait, j'ai posté sur LinkedIn, j'en parlais tout à l'heure, je te rejoins. Là, personne nous paye pour faire ce qu'on fait là, mais on a la liberté totale de pouvoir prendre ce temps-là, de se retrouver régulièrement, de s'investir. C'est un plaisir, ça vaut tous les salaires de la terre. Si c'était l'argent qui m'avait motivé, j'aurais accepté les offres qu'Amazon m'a fait, ou que VMware m'a fait, ou que d'autres partenaires m'a fait. J'ai des anciens collègues, j'ai un ancien collègue qui fait le double de salaire que je fais en net aujourd'hui.
Mais par contre, il est salarié de quelqu'un, il obéit aux ordres, etc. Il a d'autres compensations où il se trouve en équilibre. Et c'est quelqu'un on en parle souvent, qui me dit, mais je suis très bien où je suis, je comprends, j'aurais été tenté d'être freelance. Et je lui dis, bah écoute, t'as raison, si t'es bien où tu es, tu as raison d'y être. Et effectivement, il y a des gens pour qui c'est pas si évident de rentrer là-dedans, ils sont bien dans une structure. Faut avoir envie de porter son travail, faut avoir envie de porter son activité, et faut avoir envie donc de gérer son temps. Ça c'est très important. Si on a du mal à gérer son propre temps, sa propre activité, effectivement, on est sur une pente glissante qui est risquée. C'est-à-dire que freelance, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on aille d'une façon ou d'une autre chercher un peu le marché. Même s'il faut être honnête, j'ai toujours le freelance, il a une entreprise pour lui ou elle. Et c'est tout. En fait, c'est une entreprise d'une personne. Donc, la masse de travail pour trouver l'activité de cette entreprise d'une personne, elle n'est pas non plus faramineuse. On gère la comptabilité d'une personne. On gère l'emploi du temps d'une personne. C'est pas non plus très, très, très dur. Après, je sais pas, pour toi, moi, je connais quelques freelances qui salarient des gens de leur famille aussi, sur des postes qui sont pas forcément rémunérateurs. Donc là, ça veut dire qu'il y a un enjeu financier. Oui. Et je pense à un ami en particulier. Ça, c'est de l'optimisation fiscale. Oui. Où ça fait partie des stratégies, mais je vais compléter sur le dieu dollar avant là, d'aller plus loin, parce que justement, ce qui a amené dans ce moment-là, c'est que les gens qui n'étaient que pour ça n'ont pas persisté en tant que freelance parce qu'ils sont pas partis pour les bonnes raisons. Et comme tu le mentionnes, puis moi je l'utilise vraiment comme ça, l'argent n'est qu'un moyen. Parce que cet argent-là me permet d'avoir de me payer des formations à l'étranger que j'adore, me permet de prendre des vacances quand je le désire, me permet de cette liberté-là. Et c'est là pour moi, et dans la fameuse grille que tu mentionnais, ce qui pour moi était important, c'est la liberté de dire que, OK, ben, ça me plaît pas de faire telle chose, je ne le fais juste pas dans ce moment-là. Fait que je refuse des missions parce que ces missions-là ne me plaisent pas. Parce qu'ils ne sont pas alignés avec ce que je veux faire, sont pas alignés où je suis rendu professionnellement, sont pas alignés avec comment je veux travailler, où je dois me déplacer faire ce qu'on dit en anglais du commute, c'est-à-dire de déplacer pendant 1 heure le matin, 1 heure le soir pour aller travailler, c'est ça me déplaît. Donc de là, je fais des choix qui sont inhérents à ce genre de choses-là. Donc c'est pour ça que moi, ça fait 10 ans que je persiste, que ceux qui ont parti en même temps que moi, il y a plus que 10 ans, ne sont plus dans le même marché, sont retournés salariés parce que pour eux, c'était des éléments qui leur convenaient davantage. Puis c'est emmerdant, là. Ça peut paraître payant d'être freelance, mais c'est très emmerdant parce qu'on doit payer un comptable, on doit faire des taxes, on doit faire une panoplie de choses que normalement l'employeur fait pour nous et nous sauve tout ce problème-là. Là. Moi, j'adore payer mon comptable. J'adore mon comptable, Frédéric, si tu nous écoutes, je t'adore. Il est génial parce qu'il fait un truc que je détesterais faire moi-même, que je n'ai pas du tout envie de faire moi-même. Il le fait excellemment bien et je le paye presque 500 € par mois, mais je suis ravi à chaque fois que je le paye et je le félicite régulièrement. Et dès que j'ai besoin d'un renseignement, je l'ai. Et tu vois, en fait, c'est ça aussi. Quand on se lance freelance, on a tendance à croire qu'il faut qu'on fasse tout soi-même et c'est une très grosse erreur. Il faut qu'on délègue. Dans la somme d'argent qu'on touche sur l'année, il y a largement de quoi payer ces gens-là. Donc littéralement, il faut les déléguer à des professionnels. Surtout que l'aspect financier peut être un aspect très dangereux si on fait des erreurs. Donc si on paye pas les taxes, si on paye pas tout ce qu'il faut et la complexité que c'est, franchement, moi je le sais, je n'arriverai pas à le faire. Alors évidemment, ça dépend des statuts. Il y a des statuts plus simples que d'autres à gérer. Ça veut dire qu'ils ont des contreparties aussi, il y a moins d'avantages. Mais moi, je préfère payer un spécialiste pour ça. Je m'embête pas, je le prends. Et c'est ce que je dis quand je fais du consulting aussi aux gens. Je dis mais si demain, moi, j'ai besoin d'être accompagné, je paye quelqu'un 800, 900, 1000 balles par jour, parce que cette personne va me faire gagner peut-être 6 mois de productivité d'un coup. Et ce que je dis toujours, quand quelqu'un vient voir pour se préparer à être freelance, je fais, vous me payez pas pour me payer, vous investissez sur votre projet. Et vous allez gagner par notre expérience et notre partage en commun un raccourci radical. Il y a des erreurs que je vais vous dire, dont vous auriez pas eu conscience, mais vous allez jamais les faire, pour le coup. Des erreurs qui pourraient vous coûter l'entreprise, qui pourraient vous coûter l'aventure, alors que si vous les évitez, l'aventure peut être pérenne et positive. Et c'est ce que je regarde dans les gens que j'ai autour de moi qui ont été freelance et ont arrêté. La plupart d'entre eux, c'est parce que justement, ils manquaient d'accompagnement ou même de discussion parce que c'est ça aussi, ça peut être de discuter avec d'autres freelances, d'échanger. Et ces retours d'expérience font que on apprend énormément de choses et qu'on évite des erreurs. Et la plupart des freelances que je connais qui ont arrêté, c'est parce qu'en fait, ils disent, dans l'aventure, mais il y a des trucs que j'ai ratés. J'ai pas compris qu'il fallait faire ça, je me suis enseveli avec ça. Et finalement, je suis retourné faire un salariat parce qu'en fait, j'arrivais plus à m'en sortir, et je peux comprendre que ce soit un truc qui nous épuise. Après, des fois, on a plus de mal à s'investir, comme on disait, sur certaines autres démarches, on se donne des objectifs. Moi, c'est un truc que personnellement, j'ai appris à faire aussi, c'est se foutre la paix. C'est-à-dire que si on fait pas un truc, du moment que ça remet pas en jeu la boîte,
c'est pas grave, on le fera plus tard, il n'y a pas à mort d'homme. Moi, la priorité, évidemment, c'est d'obtenir de la facturation, c'est-à-dire d'avoir en fait une rentabilité, de faire un certain volume d'affaires par an, ce qui veut dire que ça pérennise l'entreprise. Moi, par une certaine somme gagnée sur une année, je peux me mettre les doigts pieds en éventail sur la terrasse à attendre que l'année se finisse. L'année prochaine, j'aurai assez d'argent pour continuer. Et je dis, vous êtes combien à faire ça? Souvent, on me dit, ouais, mais quand t'es salarié, ton emploi, il est sécurisé. Et je vais être très vulgaire. Mon cul, oui. Si ta boîte est cool demain, t'as rien de sécurisé. Si ton employeur demain décide de changer, de multiplier son salaire par 10 et de diviser le vôtre, vous pouvez rien y faire. Si demain il décide que tu dois aller travailler à Jakarta pour 500 balles par mois, tu peux rien y faire. Et on le voit avec les délocalisations qu'on a en Europe, où il y a des entreprises qui s'emmerdent pas, qui disent aux employés, bah, vous allez aller travailler en Pologne pour un tiers du salaire français. Vous n'êtes pas content? Bah, vous démissionnez. Donc, qu'on me dise pas que un salariat, c'est la sécurité de l'emploi. C'est la sécurité de la main-d'œuvre pour l'employeur. Je vais pas faire du marxisme ici, je vais pas rentrer dans le... Mais c'est ça, en fait. C'est surtout l'employeur qui se sécurise le fait d'avoir des gens disponibles pour faire cette tâche. C'est pas votre sécurité à vous. Ça vous donne la sensation que vous allez avoir un salaire tous les mois. Je vous rappelle que la moindre journée que vous ratez, on vous paye en moins. Moi, la journée où je rate, je continue à me payer. Ouais, ben, la relation à l'argent est différente. Puis pour le salarié, c'est la prévisibilité de ce qui est ça. Donc, l'absence d'incertitude par rapport à ça, mais en même temps, quand tu as bien planifié du côté entrepreneuriat, c'est pas un défi de ça. Puis je veux dire, moi, je vis dans... Puis c'est là aussi, ça vient un état d'esprit. Puis je parle, genre, les congés fériés, les week-ends, les éléments comme ça, sont des inventions pour les salariés. Exactement. Moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour calmer le salarié frustré d'avoir trop travaillé. Moi, je n'ai pas besoin. Quand je suis frustré, puis je veux plus travailler, je fais juste plus travailler. Ben ouais. J'attends pas un congé férié pour que ça arrive. Puis j'attends pas le prochain congé férié pour que ça arrive. Puis là, il faut que je me calme quand j'ai besoin de me calmer. Je vais prendre de relaxer, de justement décompresser. On est début juin. Les doigts et les mains en éventail, comme tu dis. Tu vois, on est début juin. Lundi dernier, c'était férié en France. Moi, j'ai facturé. J'ai bossé. Et on va me dire, oh là, t'as pas de chance. Non, j'ai choisi, j'ai de la chance, je suis très bien. Juillet, août, ça va être très calme. Août, j'ai le mois entier de vacances. Qu'est-ce que je veux dire? Mais cette vacances, ces journées m'appartiennent, j'en fais ce que je veux. Moi, je préfère facturer, faire mon volume et après me dire, mais je fais ce que je veux. Effectivement, comme tu dis, ouais, c'est une invention pour les salariés. Et la différence entre un jour férié et un jour que vous ratez, c'est qu'un jour que vous ratez, quand le patron il a dit non, il vous paye pas, c'est tout. Donc ça vous fait de l'argent en moins tous les mois. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment votre employeur vous achète votre temps. Et donc vous ne le maîtrisez plus. Et moi, je trouvais ça honnêtement, c'est un truc qui me traumatisait quand j'étais salarié. Et les seules fois où on me parle de redevenir salarié, j'y pense, et je te jure, je monte en stress. J'ai l'impression d'être en prison, en fait, de me dire, à tout moment, quelqu'un peut venir me voir pour me demander de faire de la merde. Et alors là, c'est en fait, j'entends bien que c'est individuel, c'est personnel, mais moi, ça m'est insupportable. Je vais avoir 46 ans bientôt. Il est hors de question que dans ma vie, mes 20 prochaines années, je les passe à répondre à des cons pour faire des trucs qui n'ont pas de valeur. C'est mort. Et comme tu dis, des clients, on en a, qui viennent nous voir avec des trucs qui n'ont pas de valeur. Et tu dis, moi, j'ai ma réponse magique. Alors, j'invite tous les freelances à l'utiliser. Je ne suis pas la bonne personne pour votre besoin. Et on passe à autre chose. Et c'est tout. Et on a le choix. Et on a l'opportunité. Effectivement. Puis il n'y a personne qui est fâché de ça. Puis j'ai eu à plusieurs reprises des clients qui voulaient m'internaliser. J'ai eu me retourner des éléments comme ça. Pour eux, ça les énerve un peu d'avoir travaillé avec un consultant, un travailleur autonome. Alors, freelance, dépendant du registre fiscal dans lequel vous vous trouvez, votre société. Cela étant, j'ai toujours refusé parce que c'est toujours la perte de ma liberté. Parce qu'à l'heure actuelle, comme freelance, je prends les décisions et je peux dire à mon client que ça me déplaît ce qui arrive et que je peux me retirer du mandat en question selon des ententes contractuelles, naturellement. Mais normalement, il y a des bonnes balises qui permettent justement de quitter. Puis ça fait partie des choses qu'il faut savoir, c'est comment négocier ces contrats justement pour être capable d'avoir la souplesse qui nous convient et dans quel univers on veut être. Et les sûretés qui nous sont essentielles aussi. Ça, c'est un autre volet. On va peut-être prendre un épisode juste sur le volet contractuel parce que c'est quand même énorme. C'est très important. Et dans celui-ci vient l'argent, vient la souplesse. Il faut vraiment qu'on tienne en compte. Et j'ai eu des propositions à plusieurs reprises. Mais moi, ça m'enlève ma liberté. Parce qu'en devenant un employé, un salarié,
Je peux plus faire de podcast, que j'aime ça. Je peux plus faire mes choses comme ça. Puis ça devient des choses qui ne sont plus, là, sont pris sur mon temps, que là, je suis plus rémunéré parce que là, c'est du temps qui, même si j'ai pas de revenus directs associés au podcast, par exemple, c'est pour moi un moteur de choses. Puis c'est un des éléments d'ailleurs que quand tous les gens ont parti, ce que j'ai fait à cette époque-là aussi, j'ai démarré avec des amis un événement de sécurité, je me suis impliqué dans la communauté, j'ai fait des choses comme ça. C'est aussi un élément important qu'il faut entretenir notre nom, faut vivre dans les univers comme ça, puis dans le fond, on devient notre brand, on devient notre marque, ça devient nous, puis il faut l'entretenir, faut la tenir en vie. Mais c'est des habiletés qui sont très nécessaire à avoir dans notre univers aussi. Mais encore là, salarié, tu n'as plus besoin d'être ça. Tu es comme laissé porter comme un bouchon de liège sur l'eau. Pour certaines personnes, ça convient. Moi, ça m'angoisse. Mais moi aussi, ça m'angoisse parce que on sait très bien que tu es sur un poste aujourd'hui, sur une tâche, c'est bien. Mais si la boîte a un changement, rien ne te garantit que ce poste existe encore demain. Et si les postes n'existent plus et que tu rentres pas dans les cases chez eux, bah, soit on te demande de partir, soit on te fait faire un truc qui a rien à voir. Tu vas te retrouver à faire un boulot que t'aimes pas ou devoir te déplacer. Enfin, moralement, c'est insurmontable d'aller toutes les semaines. Je vois à Paris, par exemple, la technique des entreprises, c'était de t'envoyer de l'autre côté de Paris pour être sûr qu'avec les transports, tu t'épuises et tu finisses par laisser tomber. Donc c'est connu comme technique. Alors, moi, je dis l'aspect commercial, aller chercher des clients, se rendre visible. En fait, c'est vrai et c'est pas si vrai que ça parce que tu cherches pas un boulot tous les 2 jours, en fait. C'est ça aussi. C'est souvent, on se dit, quand je fais, il va falloir que je trouve des clients, il va falloir que j'aille démarcher, non, il va falloir que je me fasse connaître. Mais si vous rentrez sur du consulting, sur un client qui a besoin de vous à résidence pendant 1 an, bah, vous êtes tranquille pendant 1 an, quoi. Vous avez 1 an pour trouver d'autres opportunités, vous faire connaître, monter en compétences. Il se peut que les clients aient toujours le même besoin l'année d'après. Il se peut que le client ait besoin d'autres choses, mais que vous conveniez. Vous avez le temps de lui en parler, de créer d'autres opportunités. Bon, le premier conseil, par contre, je donne à tous les gens qui vont se lancer en freelance, c'est jamais un seul client. Ne jamais rentrer chez un seul client. D'abord parce que c'est comme si vous étiez salarié chez lui. Et donc, vous allez changer de posture. Si vous avez pris en freelance, c'est qu'il n'a pas besoin d'un salarié. Et un freelance a forcément cette valeur externe qui a une valeur différente dans le positionnement, dans la liberté d'action, y compris dans les projets. On peut avoir une posture différente. On n'est pas dans la culture de l'entreprise. On ne fait pas partie de l'entreprise. Et ça, c'est des choses qu'on peut venir chercher. Ensuite, à plein temps, le problème, c'est que souvent, le client, il va nous fixer son prix. Si on ne sait pas batailler avec le prix, si on ne sait pas décider combien, bah, c'est lui qui va décider combien je gagne. Et ça, c'est inadmissible. C'est ce que je dis à tous mes freelances que j'accompagne. Je dis, c'est pas le client qui décide combien tu te payes par mois. C'est toi. Et ensuite, tu te débrouilles pour trouver le tarif et les missions pour remplir cette jauge d'argent tous les mois pour faire rentrer suffisamment de quoi te payer. C'est pas ton client qui te paye, c'est ton entreprise. Parce que l'argent que l'entreprise de client paye à nous, c'est pas notre argent, nous. Quand vous êtes freelance, l'argent que vous gagnez pour votre entreprise ne vous appartient pas. Il appartient à la trésorerie de l'entreprise que vous avez créée. Et ensuite, vous vous versez un salaire ou un revenu selon le statut. Mais c'est une autre partie. Et comme on disait, jour férié par jour férié, jour de vacances par jour de vacances, moi je me paye tous les mois, c'est tout. Je vais pas m'auto faire du mal en me disant ce mois-ci je vais te payer moins pour t'emmerder. Non, je me paye la même somme tous les mois que j'ai bossé 4 jours, 16 jours ou 20 jours. Contrairement à un salariat. Donc le fait de rentrer en plein temps chez un client, souvent ça veut dire qu'on va avoir un tarif jour, on parle du TJM en France, un tarif jour relativement serré. Le problème d'un TJM bas, c'est que si votre client, il a pour X raisons moins besoin de vous un mois, bah, il vous doit rien. Vous dit, au fait, ce mois-ci, on va faire 10 jours. Il faut que vous ayez parti pour faire 20 jours pour avoir votre salaire et vous ne l'avez plus. Et donc là, vous commencez à être dans le stress. C'est ce qui fait qu'on finit par prendre n'importe quelle mission qui arrive, toujours mal payée aussi, souvent, en général, et qu'on a le stress de prendre n'importe quelle mission. Donc finalement, on se retrouve pas salarié, donc on n'a pas l'assurance, mais on a les mêmes contraintes qu'un salarié et avec en plus le stress de devoir retrouver un truc s'il manque un truc. Donc en fait, c'est le meilleur moyen de se mettre dans l'ennui. Il faut vraiment comprendre que quand on est freelance, le premier objectif, c'est d'assurer la pérennité de la structure qui nous héberge et avec lesquelles on se paye. Et donc ce n'est pas au client de définir quand on travaille, c'est pas au client de définir combien on gagne. Et j'ai connu des gens se lançant en freelance où c'est leur boîte qui a défini leur TJM pour eux. J'ai dit non, faut jamais faire ça. Et donc l'employeur, lui, il est très content. Et là, ça lui fait des tarifs très, très, très bas. Et donc, notre objectif à nous, c'est de trouver le juste milieu. Donc là, ça se travaille.
Maintenant, évidemment, il y a un problème humain. C'est que quand on parle d'argent, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Et ça, c'est un aspect important. Donc, si un jour vous voulez passer freelance et vous discutez avec votre famille, vous prenez rendez-vous chez un psy quelconque, vous discutez avec d'autres freelances, mais il faut vous clarifier cette relation à l'argent. Si vous estimez que vous avez du mal à réclamer vos revenus, il y a un problème. Alors, vous trouverez des gens pour vous employer avec grand plaisir, parce ils sauront qu'ils arriveront à vous manipuler pour vous avoir pas cher. Mais l'objectif, c'est, quand on est freelance, c'est surtout pas de se faire du mal. C'est de se payer la juste valeur et de gagner de l'argent pour que ce soit possible. Et ça arrive fréquemment qu'on ait des gens qui ont beaucoup de mal à réclamer le dû. Ils osent pas demander leur TJM. Mais c'est vous qui décidez. Si vous avez besoin, je sais pas, de 2000 euros net par mois, il faudra faire l'équivalent avec les charges, etc., plus les provisions. Enfin, il faudra faire 5-6 000 par mois. Il faudra bien les trouver, c'est tout. Il vous les faut tous les mois. Et c'est pas l'employeur qui décide. C'est à vous. Sinon, la boîte ne survit pas. Vous n'existez plus. Et si ça, c'est très difficile, effectivement, peut-être que salarié, c'est mieux, c'est vrai. Alors, il y a des statuts intermédiaires. Je sais pas si c'est le cas au Canada. En France, on a un truc, je vais faire court, parce que ça pourrait être un sujet à part entière de comparer les statuts, on pourra. C'est ce qu'on appelle le portage salarial. Alors, moi, je suis pas fan du tout. Parce qu'un portage salarial, c'est l'avantage, en fait, c'est une structure qui porte des freelances, mais qui héberge l'entreprise, le statut de l'entreprise pour eux. Une espèce d'entreprise qui n'embauche que des indépendants. On a un contrat de travail comme si on était salarié, mais l'entreprise ne nous fournit pas de travail. C'est à nous d'aller le chercher. L'avantage, donc, il s'occupe de tout ça, de toute cette approche-là. L'aspect légal, les frais, etc., la compta. Et on leur reverse une partie d'argent. Le problème, c'est que cette partie d'argent peut être de 3 à 16%, c'est pour certains, qui sont très, très gourmands. Et c'est intéressant quand, par exemple, on hésite, on sait pas trop faire. C'est intéressant quand j'ai le cas, moi, j'ai accompagné une personne qui avait une carte, qui vient de l'étranger et qui a un permis de travail en France qui lui permet pas de créer son entreprise, mais qui veut quand même être indépendant. Donc, ça permet d'avoir l'assise. Voilà. Ça peut être un moyen de compléter aussi un statut. Quand on est déjà salarié, quand on veut se lancer, on peut lancer un portage salarial, par exemple, pour lancer son activité à côté. Par contre, quand on commence à gagner beaucoup d'argent, c'est pas intéressant. Parce que finalement, le pourcentage d'argent qu'on leur donne, il est pas légitime. Parce qu'en fait, disons que vous gagnez 2000 euros par mois ou 20 000 euros par mois, ils font le même boulot. Et ensuite, il y a des contraintes. Oui, tout à fait. Il y a des structures différentes et la loi du travail aussi vient jouer là-dedans. Là. Il y a beaucoup de notions. Ça va prendre un épisode en entier pour juste discuter de ce sujet-là. Nous autres, le danger, c'est d'être un employé déguisé. Et de là, on a le même terme en France, oui. On aussi. Faut pas se retrouver dans cette situation-là parce que ça change beaucoup, beaucoup de choses. On a des travailleurs autonomes. Ce qu'on appelle un travailleur autonome, il faut que je fasse attention parce que moi, je suis pas un travailleur autonome parce que je vis pas sur la structure fiscale d'un travailleur autonome. Un travailleur autonome, c'est un individu qui vit comme un salarié avec le même genre de contraintes d'un salarié. Moi, je suis dans une société, ce qui est une autre structure bref, on aura l'occasion d'en parler dans une autre chose. Mais c'est des choses qu'il faut connaître et qu'il faut savoir correctement pour faire les bons choix qui nous conviennent. Alors, c'est important de pouvoir se rassurer sur le fait que ce soit possible, qu'il y a plein de statuts, il y a plein de façons de faire. Ensuite, on cherche pas, comme on disait, 50 clients, mais selon l'activité que l'on a, on va chercher plus ou moins de clients. Alors après, ça dépend, hein. On peut chercher un truc à résidence, on peut être quelqu'un qui a envie d'être engagé dans un projet à moyen terme. Nous, on est plutôt sur du conseil, donc on est sur la ponctualité. Ce qui nous intéresse, c'est de venir en mode mercenaire chez les clients, d'apporter une partie, de revenir plus tard. Moi, je fais beaucoup de formation, donc la formation, c'est forcément de la ponctualité. Mais en même temps, mes partenaires de formation sont réguliers. Donc, comme tu disais, au bout d'un moment, on a une régularité parce on se constitue un réseau de relations avec des partenaires qui ont des besoins et au fur et à mesure des plannings, on va les remplir. Il y a aussi le fait qu'effectivement, il faut voir que il y a des saisonnalités aussi qui apparaissent. C'est-à-dire que des fois, il y a des secteurs d'activité dans lesquels il se passe plein de trucs à des dates et puis plus grand chose à d'autres. Moi, je sais que dans le secteur de la formation, par exemple, le mois de janvier est un mois mort. Donc, en général, je me cale des vacances à ce moment-là. C'est parfait. On ajuste les deux. Le mois d'été, ils sont un peu plus creux aussi. Et puis, on a des périodes fastes dans lesquelles on remplit. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il faut aller chercher les opportunités. Il faut aller donc là, évidemment, on peut faire des petits efforts de notre part, s'engager sur plus de journées volontairement. Bon, il m'arrive de faire des journées et demie, c'est-à-dire de bosser pour la France le matin et de bosser pour le Canada l'après-midi et le soir. Mais sans contrepartie d'autres moments où je vais récupérer beaucoup de temps. Donc, moi, l'un dans l'autre, à partir du moment où ça me garantit que mon entreprise existe et que je vais pouvoir me payer, et que les moments où j'ai rien à faire, je vais pouvoir ne rien faire,
ça me va très très bien. Effectivement, peut-être que d'autres, ça ne les rassurerait pas. Ouais, on adapte, c'est ça le style. J'en ai qui veulent faire du travail ce qu'on appelle du 4 jours finalement. Il y en a comme moi qui sont un peu plus fous, qui aiment travailler un peu plus que ce genre de choses-là. D'ailleurs, j'aime ça parce qu'en France, c'est vraiment calculé en termes de journée ou demi-journée. Ici, on calcule à l'heure. Enfin, on n'est pas tout à fait dans le même régime de réflexion par rapport à ce genre de choses-là. Ça change un petit peu. Ça se vient un peu plus, je t'avoue. Ouais, c'est une discussion que j'ai eue avec d'autres freelances il n'y a pas longtemps. On commence à proposer, à trouver de plus en plus d'offres de conseils à l'heure, où les clients sont plus aussi intéressés à ça, c'est-à-dire que prendre un freelance, alors faut savoir que quand on est freelance, les entreprises peuvent avoir peur. Et je t'avoue qu'il y a un truc que je comprenais pas trop, puis il y a quelqu'un un jour qui m'a confronté, qui m'a dit, mais tu sais, la plupart des freelances, c'est des mercenaires. Et ils sont vus par les entreprises comme des mercenaires. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils viennent au plus offrant, et s'il y a plus offrant qui arrive, ils se barrent au milieu. Alors moi, ça me viendrait pas à l'idée. C'est ma façon de travailler, mais visiblement, tout le monde n'a pas la même éthique a priori. Donc, il y a beaucoup d'employeurs, beaucoup d'entreprises qui ont du mal à prendre des externes, non pas parce qu'ils n'ont pas confiance en nous, mais parce qu'ils ont pu avoir des expériences négatives qui font qu'ils vont avoir peur que on les laisse tomber au milieu de l'opération, que finalement, là où on pense que la peur, c'est de plus avoir de boulot, ben eux, ils ont peur qu'on parte aussi. Donc il y a une histoire de confiance, il y a une histoire de partenariat à monter. Moi, j'aime bien dire que j'ai des partenaires et j'ai des clients. Les clients, c'est les gens qui viennent me voir, ils ont un besoin, on en discute, on calibre quelque chose, ça va pas plus loin que ça, je fais ma mission, ils me payent, au revoir, et ça se trouve, j'en entends plus parler pendant 1 an. Les partenaires, c'est les gens avec qui on va discuter un peu plus loin. On va dire, t'as besoin de quoi? Ce serait comment pour toi pour travailler? On aime bien ce que tu fais, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme opportunité? Et vous voyez, on trouve un terrain d'entente. Il arrive souvent qu'on discute tarification, et c'est vraiment souvent justement ceux qui acceptent le plus facilement les tarifications. Et en général, on essaie de construire un truc plus sur le temps. Et vous vous apercevrez que finalement, les clients ont eux aussi besoin de se rassurer là-dessus. Donc, quand vous avez peur de plus avoir de mission, que ça part trop vite, que ça disparaisse, vous allez vous savoir que vos clients, ils ont besoin aussi de se rassurer, de compter sur vous comme un partenaire régulier, fiable, même s'il y a des creux. Et si une mission se finit, ça veut pas dire qu'on est fâché. Ça veut juste dire qu'on n'a plus rien à faire pour l'instant. Et ça se trouve, on se retrouve dans 4 mois, 6 mois, 1 an. Là, actuellement, j'ai repris moi une mission avec un partenaire. Ça faisait 1 an qu'on n'avait pas bossé ensemble. Mais là, par contre, ça fait plusieurs mois qu'on bosse ensemble et visiblement, on est parti pour le reste de l'année. Et c'est une question d'opportunité, de moment. Et l'intérêt, c'est de trouver du temps pour se retrouver, de discuter, de bâtir quelque chose ensemble, d'avoir une visibilité ensemble. Puis après, on repart. Et c'est comme un bon artisan, je disais. Je vais pas commencer au Canada, mais trouver en France un bon plombier ou un bon électricien, c'est difficile. Et donc, en général, quand on en a un, on le lâche plus du tout. Ben, c'est pareil, en fait. Finalement, un bon freelance, un bon consultant, si les clients sont contents, ils ont zéro raison d'aller chez quelqu'un d'autre. Alors, des fois, il y a des freelances qui me disent, ouais, mais s'ils trouvent moins cher. Bah, s'ils trouvent moins cher, que c'est le moins cher qui les intéresse, honnêtement, j'ai rien à faire avec eux. C'est pas grave. Des clients, il y en a d'autres. Donc, c'est pas grave. Si c'est le tarif qui doit attirer, moi, j'y vais pas. Ah non, si c'est pour le plus bas soumissionnaire, non, moi, je suis déjà plus dans cette logique-là, et heureusement, là, parce que ça mène vers le bas. Je refuse des missions qui sont en dehors, parce que justement, comme tu mentionnes, il faut avoir le revenu suffisant pour être capable de remplir ce qu'on se verse comme salaire. Incidemment, je vais pas accepter des choses qui vont me mettre dans le pétrin de ce côté-là, parce que c'est comme ça que c'est fixé. Plus la connaissance du marché, plus une panoplie d'autres choses ou de conjoncture ou d'éléments comme ça. Mais c'est tout ça, mais c'est très important de l'aborder sereinement. Puis tu l'as mentionné, l'argent est difficile, mais il faut être serein par rapport à ces éléments-là. Et il y aura toujours quelqu'un qui va être prêt à payer pour la compétence qu'on a, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui en a besoin. Puis je préfère beaucoup, j'aime beaucoup l'approche. En général, je suis beaucoup plus dans un mode partenariat que dans un mode client. J'aime pas beaucoup faire affaire avec des clients parce que on est vraiment des mercenaires. On s'utilise mutuellement pour un besoin ponctuel. Ça arrive, mais en général, je préfère travailler sur le plus long terme, même s'il y a des creux, même s'il y a des moments moins forts, mais de revenir toujours à une espèce de travail de collaboration. Un peu comme on voyait, puis c'est ça qui est drôle, parce qu'avant l'industrialisation, c'était beaucoup des artisans. Les artisans étaient comme ça. Tu parlais justement des plombiers on travaille dans un univers où on fait confiance, c'est une relation humaine qui devient, fait qu'entendre que devenir autonome, ben, c'est une relation humaine qu'on construit avec des gens, plus qu'avec des entreprises aussi. Parce que moi, c'est pas qu'une entreprise que je discute, c'est avec des gens. Fait que si ces gens-là m'intéressent, on a des valeurs communes, on est intéressés par les mêmes choses. Au point de vue travail, c'est sûr que ça va faciliter mes choix versus dans les cas où les personnalités sont pas alignées. Je sais qu'il y a pas mal de clients que j'ai récupérés grâce à la formation.
C'est-à-dire que j'ai eu des employés de l'entreprise qui sont venus en formation avec moi, qui m'ont vu pendant 3 jours, donc ont pu tester, tu vois, qui ont pu voir le niveau, si c'était sérieux ou pas. Et par contre, je suis rentré chez ces clients en passant plein d'étapes d'un coup. Alors normalement, tu aurais dû postuler, voir s'ils ont, toi, ils font une enquête, ils vérifient si t'as le niveau. Là, en fait, tu passes plein d'étapes, ils te disent en fait non, on a vu le mec, c'est bon, c'est exactement ce qu'on a besoin, il a le niveau, c'est l'attitude qu'on cherche. Et comme tu dis, c'est des rencontres humaines. Pour le coup, ça se passe pas avec un appel d'offres, ça rentre dans une grille tarifaire. C'est en fait ce que tu dis, la façon dont tu fais, c'est ce que nous on cherche. C'est ce qu'on a besoin, ça me rassure parce que tu as une approche qui va me permettre d'être un peu plus réaliste, un peu plus franche. Moi, j'ai peur, si j'ai un éditeur, de me faire manipuler. Le dernier client que j'ai pris en conseil, c'est ça. Il me disait, on a rencontré les gens d'Amazon en direct. En fait, ça nous a pas plu du tout. On a fait venir une société spécialisée, ça nous a pas plu du tout non plus. Et on a besoin de quelqu'un de direct, qui travaille avec nous, avec qui on est en pleine confiance. Et il dit, ça, c'est plus important que le reste. Et c'est un client, par exemple, avec lequel la tarification n'est même pas rentrée en discussion. Je lui dis 7 ans, mais dit ok, et c'est tout. Et c'est pas une grosse boîte, c'est une petite boîte. Donc ça pourrait être une boîte qui pourrait faire pallier, tu vas dire, ouais, j'ai pas trop d'argent. Et c'est pas les pires. Les pires, c'est les grosses boîtes qui disent non, mais nous, c'est tel tarif. Alors, comment t'expliquer? Tu veux que je vienne faire le boulot d'un architecte pour le prix d'un technicien? Ça va pas être possible. Mais ouais, c'est cette espèce de cadrage, comme tu dis, industriel. Et alors, c'est marrant ce parallèle parce que on le retrouve dans nos métiers. On a tendance à revenir aujourd'hui vers ça, vers la possibilité d'incarner un métier dans sa globalité. Et c'est aussi quelque chose qu'on travaille avec les freelances qui débutent. Souvent, l'inquiétude, c'est ouais, mais comment je reste opérationnel sur le temps? Comment je fais pour rester concurrentiel? Comment je fais pour m'assurer que d'ici 2-3 ans, je sois pas totalement obsolète? Bah, d'abord, vous vous posez la bonne question. Vous êtes déjà conscient que ça fait partie de notre travail. Ça fait partie de notre travail d'avoir, je dis, toujours 2 coups d'avance sur le marché, de toujours être prêt. C'est pour ça qu'on peut pas être à plein temps entièrement chez un client, qu'il faut forcément garder du temps de libre. Donc ça veut dire qu'il va falloir s'octroyer ce temps de libre pour, comme tu disais, avoir le plaisir d'aller suivre des conférences, de faire des formations, d'échanger avec d'autres, de passer des certifications, d'aller ouvrir des portes sur des sujets. Et moi, je dis toujours, c'est quoi le premier métier d'un freelance? C'est d'être freelance. Et c'est ce que vient chercher un client aussi. C'est-à-dire d'être quelqu'un d'autonome, de responsable, qui sait se gérer. J'ai côtoyé dans ma carrière des jeunes gens qui sortaient de leurs études, brillants dans leur domaine, mais qui étaient infernales à gérer au travail. C'est-à-dire qu'ils se comportaient comme des adolescents à 25 ans. Et qui étaient infernales. Et ça, il y a des employeurs qui disent, mais c'est fini. Je préfère prendre quelqu'un qui a monté sa boîte. Donc, je sais que c'est quelqu'un de très fiable, de très raisonnable, de très cadré, qui va respecter ça. Et ça, je paye l'assurance que la personne qui est en face de moi soit mature, raisonnable et fiable. Et ça a beaucoup, beaucoup de valeur, en fait, beaucoup plus pour les employeurs qu'on ne le croit. Et c'est pour ça que, alors, je vois des freelances beaucoup. La moyenne d'âge, pour moi, que je crois, c'est 30, 40 ans. Mais j'en vois des fois qui se lancent beaucoup plus jeunes. Alors, je les félicite. Personnellement, j'aurais jamais eu le courage. mais des fois, effectivement, même plus jeunes, il y en a qui se lancent. Mais là aussi, ça veut dire qu'ils ont prouvé par l'existence de leur boîte que ce sont des gens de confiance, des gens fiables. Et ça compte énormément dans la relation au client. Oui, absolument. Ça vient changer tout. Puis c'est justement là où on construit. On revient à comment on construit notre nom, comment on construit notre brand, notre marque, qui va nous distinguer énormément des autres et qui va faire justement que le travail va arriver plus naturellement aussi, comment on va construire nos relations et notre visibilité par rapport à ce genre de choses-là. Tranquillement, une bouchée à la fois. C'est un premier tour d'horizon qu'on fait. Là, on a commencé à toucher des points plus précis. On va se garder ça pour des épisodes dédiés à ça parce que je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de choses à dire pour ces points plus précis-là. On va profiter peut-être des temps un peu plus mous justement pour faire ces enregistrements-là. On va vous revenir probablement au courant de l'automne avec des épisodes intéressants et plus pointus sur ces différents sujets-là. Et n'hésitez pas à venir nous voir pour nous faire part de vos opinions et des questions que vous avez. Absolument. Autant où j'ai eu un mentor qui m'a aidé à faire le bascule il y a plus que 10 ans, je me fais énormément plaisir de redonner à ce que j'ai reçu il y a 10 ans, justement pour aider. Puis dans le cas de Davy, ben lui, en fait, on a fait une profession. Là, c'est juste voilà, avec une méthode. Oui. Et on aura l'occasion d'en parler. C'est parfait. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi.